Merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité consacré au continent africain. À la une de l'actualité, justement. L'entité sioniste au banc des accusés, J-1 avant la tenue de l'audience à la Cour internationale de justice, une audience consécutive à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste au grief de crimes contre l'humanité à Gaza. Et en République démocratique du Congo, la commission électorale confirme la victoire de Félix Tshisekedi aux élections présidentielles. Enfin, un mini-dossier consacré à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir sur l'arrivée de l'équipe nationale algérienne à Bouaké, où elle disputera l'ensemble de ses matchs de poule. À la veille de la tenue d'une audience historique à la Cour internationale de justice et à la suite de la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste au grief de crimes contre l'humanité à Gaza, le ministère sud-africain de la Justice a annoncé mardi que le ministre Ronald Lamola dirigera la délégation de son pays auprès de la Cour internationale de justice dans le cadre de l'affaire de génocide, dont la première audience est prévue à La Haye les 11 et 12 janvier courant, dossier sur lequel nous reviendrons lors de nos prochaines éditions. Lors de son intervention à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, lors d'une réunion consacrée au veto américain contre un cessez-le-feu au Conseil de sécurité, l'Algérie a une nouvelle fois mis l'accent sur son rejet de tous les plans de déplacement forcé visant à chasser les Palestiniens de leurs terres. L'Algérie renouvelle son rejet de tous les plans de déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres ou ceux visant à les éloigner par la force. Tout le monde doit être conscient que la place des Palestiniens est sur leurs terres et que toute tentative de déplacement les concernant est une violation du droit international. L'Algérie a par ailleurs réitéré son engagement à aller vers un cessez-le-feu qui garantisse l'acheminement régulier et suffisant de l'aide humanitaire à Gaza. Il n'est pas possible de prétexter que la résolution 2027 satisfasse les revendications des acteurs humanitaires et le secrétaire général des Nations Unies a été clair sur ce point. Il a déclaré, je cite, « Le cessez-le-feu humanitaire est la seule voie permettant de satisfaire les besoins urgents de la population de Gaza. » Enfin, l'Algérie qui a également insisté sur le fait que le cessez-le-feu à Gaza est avant tout une affaire de responsabilité collective. Une démarche sérieuse et ferme est nécessaire en vue de mettre fin aux violations dont est victime le peuple palestinien, ainsi que pour un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza. Il s'agit d'une responsabilité collective à laquelle nous devons œuvrer ensemble comme une première étape vers notre objectif suprême, qui est celui de permettre au peuple palestinien de faire valoir son droit légitime à établir un État palestinien avec Al-Quds comme capitale. Et en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle du pays a confirmé mardi la réélection de Félix Tshisekedi à la présidence du 20 décembre dernier, avec plus de 73% des voix, et ce, après avoir rejeté une requête d'un candidat à l'élection. Selon les résultats définitifs proclamés en audience publique par la Cour, le président sortant au pouvoir depuis janvier 2019 gagne même un dixième de point et porte son score à 73,47% par rapport au chiffre provisoire annoncé le 31 décembre par la commission électorale qui lui attribuait 73,34% des voix. Et aussitôt, le jugement de la Cour constitutionnelle du RDC prononcé que la Chine s'est empressée de féliciter le président congolais pour sa réélection. Pékin se dit attacher une grande importance au développement des relations bilatérales
notamment dans le cadre de l'initiative de la route de la soie. La Chine a noté que la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a annoncé les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Nous respectons le choix du peuple congolais et félicitons le président Tshisekedi pour sa réélection. Nous pensons que sous la direction du président Tshisekedi, la République démocratique du Congo obtiendra davantage de résultats sur la voie du développement et du renouveau national. Et au Nigeria, pas moins de 2,5 tonnes d'ivoire d'une valeur de 11,2 millions de dollars saisies chez des contrebandiers. La marchandise a été détruite. L'information a été dévoilée dans un communiqué signé par Aliou Jaouro, directeur général de l'Agence nationale pour l'application des normes et des réglementations environnementales au Nigeria, la NESREA. La grande partie de l'ivoire détruit avait été introduite en contrebande et vendue illégalement dans le pays, selon les dires de la même source. Ouvrons à présent notre dossier consacré à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, et ce à 3 jours du début de la compétition. L'équipe nationale algérienne est arrivée cet après-midi à Bouaké, ville qui accueillera les matchs du groupe D et qui mettront aux prises l'Algérie, le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie. Allez, sans plus tarder, direction Bouaké où nous attend notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir Khairdine. Faisal, l'équipe nationale algérienne emmenée par son capitaine Riyad Mahrez et les autres est arrivée cet après-midi en Côte d'Ivoire. Dans quelles conditions s'est justement effectuée cette arrivée à Bouaké, la ville qui, je le rappelle, accueillera l'ensemble des matchs de poule des Verts? Bonsoir frérot, à 3 jours du Conova de la compétition continentale, on va dire que la CAN bat son plein ici à Bouaké. L'événement aujourd'hui, c'était l'arrivée des Verts, l'arrivée des coéquipiers de Riyad Mahrez. L'avion d'Air Algérie a atterri à midi 07 ici à Bouaké après 1h15 de vol de provenance de la capitale du Togo, Lomé. Aujourd'hui, les Verts ont été bien accueillis par le comité d'organisation de la CAN ici à Bouaké. Il y avait des chants pour les Verts, on a entendu des chants pour Riyad Mahrez. Les Verts ont rejoint juste après l'hôtel du stade, là où ils vont se loger lors de tout leur séjour ici à Bouaké. On a vu la population de Bouaké sortir et acclamer Riyad Mahrez et ses compatriotes. L'événement était aujourd'hui l'arrivée des Verts. Les Verts sont et la première, l'équipe nationale est la première des arrivées dans le groupe D. Aujourd'hui, il y a dans le programme une séance d'entraînement. La première séance d'entraînement des Verts s'effectuera d'ici 5 minutes dans le lycée classique. Cette séance d'entraînement est fermée, donc elle n'est pas ouverte aux médias. Merci Faisal Salah pour toutes ces informations. Nous vous retrouverons lors de notre prochain point d'actualité à partir de 19h pour plus de détails. Merci encore Faisal Salah. En économie, la Banque mondiale a publié hier son premier rapport de l'année sur les perspectives de croissance en 2024 dans un contexte de morosité généralisée. Zoom sur les agrégats affichés par la région subsaharienne qui enregistrent des résultats plutôt satisfaisants. Alors que le monde approche du milieu de ce qui était censé être une décennie de transformation pour le développement, l'économie mondiale devrait enregistrer un triste record d'ici la fin 2024. Il s'agit de la demi-décennie qui aura connu la croissance de PIB la plus lente depuis 30 ans,
selon la Banque mondiale. La croissance mondiale devrait de ce fait ralentir pour la troisième année consécutive, passant de 2,6% l'an dernier à 2,4% en 2024, soit près de 3/4 de point de pourcentage en dessous de la moyenne des années 2010. L'économie mondiale a donc fait preuve d'une remarquable résilience malgré une série de chocs. Et le ralentissement mondial se poursuit. En fait, ce sera la troisième année de ralentissement de la croissance mondiale. Nous verrons une croissance d'environ 2,4%. L'année dernière, elle était de 2,6% et l'économie mondiale reste confrontée à de nombreux risques. 3,8% en 2024, puis 4,1% en 2025. Les perspectives de croissance de la Banque mondiale placent la région subsaharienne sur une pente ascendante à mesure que les pressions inflationnistes s'estomperont et que les conditions financières s'assoupliront, dixit la Banque mondiale. Le rapport publié hier par l'institution de Bretton Woods indique que les projections régionales pour 2024 et 2025 ne changent guère par rapport à celles de juin, mais les chiffres masquent un mélange de révisions à la hausse et à la baisse en fonction des pays. Selon la Banque mondiale, la croissance des premières économies de l'Afrique subsaharienne devrait être inférieure à celle du reste de la région. Les pays moins pourvus en ressources devraient, quant à eux, maintenir un taux de croissance supérieur à la moyenne régionale. À l'exclusion des cadres de l'économie subsaharienne, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola, la croissance dans la région devrait s'accélérer, passant de 3,9% en 2023 à 5% en 2024, puis se renforcer encore pour atteindre 5,3% en 2025. À certains égards, la Banque mondiale juge que l'économie mondiale est en meilleure posture qu'il y a un an, car le risque d'une récession globale s'est éloigné. La politique budgétaire a tendance à être plus procyclique et plus volatile dans les pays exportateurs de matières premières que dans les autres pays. Pour cette raison, ces économies connaissent des cycles d'expansion-récession et ces cycles pèsent énormément sur la croissance économique. En mettant en œuvre des politiques budgétaires disciplinées, des règles budgétaires, des taux de change capables d'absorber ces chocs sur les matières premières et bien sûr, l'accès aux marchés financiers internationaux peut faire une grande différence en termes de réduction de la volatilité budgétaire, de la procyclité budgétaire et d'augmentation des perspectives de croissance. Néanmoins, les tensions géopolitiques croissantes, notamment en mer Rouge, pourraient engendrer de nouveaux risques à court terme. Économie, toujours avant de clore ce point de l'actualité consacré à l'Afrique, le ministre de l'Énergie et des Mines algérien Mohamed Arqab vient de recevoir le président directeur général du groupe italien ENI, Claudio Descalzi. Les deux parties ont évoqué le partenariat qui lie l'Algérie et l'Italie dans le secteur de l'énergie. La coopération algéro-américaine en matière d'énergie, justement, également à l'actualité. Le ministre de l'Énergie et des Mines algérien Mohamed Arqab a reçu hier à Alger une délégation de la major américaine ExxonMobil, conduite par son vice-président John Ardil. Une audience entre les deux parties a été consacrée à l'examen des opportunités de partenariat d'investissement et les consultations en cours entre Sonatrach et ExxonMobil en matière de développement des hydrocarbures, notamment en amont. À cette occasion, les deux parties se sont félicitées du niveau des relations et des consultations bilatérales visant à parvenir à la signature d'un accord dans les jours à venir. Et c'est la fin de ce point d'actualité. Rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al 24 News.